plusieurs continents, nord-américains, européens et asiatiques. On a eu des questions relatives à des grands investissements de plateformes industrielles et de compétitivité de l'énergie en comparatif. Comparatif au sein de l'Europe, comparatif entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, sur des questions aussi bien de compétitivité, de coût, que sur des questions qui sont liées à des notions de prévisibilité de l'évolution de ces prix et sur des notions de verdissement, de décarbonation, plus que de verdissement. Et ces demandes nous ont incité à publier cette étude qui s'inscrit, comme vous le savez tous, dans une réflexion assez large au niveau européen sur la compétitivité de l'Europe et sur le grand débat concernant l'évolution du mix électrique européen et du mix électrique français, sa capacité à pouvoir conserver pour la France un niveau de décarbonation important et même beaucoup plus important encore que ce qu'on fait aujourd'hui, avec un prix de l'électricité compétitif pour les industriels, aussi évidemment pour le résidentiel, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus axé autour des enjeux industriels. Je vais laisser la parole à Astrid, qui va vous présenter le début de cette étude, et puis ensuite Étienne conclura tout ce que eux deux ont développé. Pour rentrer dans ce sujet, je voulais donner quelques chiffres. Le premier, c'est ce rapport de la Banque européenne d'investissement qui dit que 50% des entreprises européennes voient les coûts énergétiques comme un frein à l'investissement, contre 20% aux États-Unis. Et le deuxième, c'est celui qui a été souligné dans le rapport d'Argy publié récemment, qui est que les entreprises européennes payent leur électricité 2 à 3 fois plus cher que celles aux États-Unis. Donc c'est deux chiffres et deux questions qui sont à mettre en perspective avec ce qu'on dit et qui nous amènent à questionner sur la manière dont la transition économique et la transition énergétique a redéfini les dynamiques de marché de l'énergie et comment la transformation de nos systèmes électriques, en intégrant de plus en plus de renouvelables et aussi en intégrant de plus en plus d'infrastructures énergétiques pour accompagner ces renouvelables, comment est-ce qu'ils ont induit des coûts, des surcoûts qui vont peser sur cette compétitivité. Et donc c'est bien dans ce cas qu'on a creusé cette question en partant donc de ce prisme, comment est-ce que ces industriels voient la compétitivité énergétique. Et cette compétitivité énergétique, elle peut être trois angles. Le premier, c'est la compétitivité du coût, le coût de l'approvisionnement. Mais il y a aussi le deuxième, c'est la volonté d'avoir une stabilité des coûts d'approvisionnement, une stabilité année après année, une prévisibilité du budget que doit allouer à l'énergie. Et le dernier, c'est la qualité de l'approvisionnement, la fiabilité du réseau. La capacité du réseau à pouvoir produire exactement l'énergie qu'il faut dans les temps voulus. Donc, ces trois axes finalement qui permettent d'évaluer la compétitivité énergétique d'un pays. On voit très bien que les coûts, la maîtrise des coûts énergétiques d'un pays est primordiale et cruciale. Ça va aider aux industriels à se projeter et aussi donc ça peut permettre d'attirer les industriels, une compétitivité énergétique qui permet d'attirer les industriels et aussi d'éviter des délocalisations. Voici après les enjeux dans le cadre de cette compétitivité énergétique. Ce que l'on voit, c'est que finalement, les coûts d'approvisionnement en électricité, historiquement, ils étaient déterminés par les coûts de production des centrales nucléaires, centrales à gaz, centrales à charbon, centrales hydroélectriques. Et de nombreux pays bénéficiaient de production électrique très compétitive, comme le Canada, certains États américains, les pays nordiques, la France et l'Allemagne, même dans une certaine mesure. Aux États-Unis, le coût de production d'une centrale à charbon, historiquement, c'est autour de 30 € du mégawattheure. Il y a beaucoup d'États américains qui ont l'hydroélectrique à moins de 30 € du mégawattheure. Le coût de nucléaire en France, historique, on peut l'évaluer autour de 42-60 € du mégawattheure. Et beaucoup de pays nordiques aussi avaient l'hydroélectrique à un prix très compétitif. On écrit aussi l'Allemagne. L'Allemagne avait une possibilité de s'approvisionner en charbon ou en gaz à prix très compétitif. Et donc ces pays-là bénéficiaient déjà de prix relativement compétitifs pour l'électricité. La transition énergétique, elle va entraîner une restructuration de cette compétitivité. On va s'éloigner de ces tendances historiques, s'éloigner de ces moyens de production. Et finalement, c'est les nouveaux mix d'énergie renouvelable qui vont déterminer la compétitivité de ces pays-là. Et donc le coût total du système électrique va dépendre de ces coûts de production de renouvelables
et du coup la flexibilité du réseau. Si on regarde ces coûts de production de renouvelables, on voit bien qu'il y a déjà certaines distinctions de concurrence qui peuvent s'inscrire. Certains pays bénéficient de coûts de production renouvelable et éolien solaire plus compétitifs que d'autres. On voit l'Espagne, par exemple, qui a un coût de production solaire entre 30, 35, 45 euros du mégawattheure. On voit les pays nordiques qui ont un coût par exemple de production de l'éolien autour de 40 euros du mégawattheure. On voit certains États américains qui ont des coûts de production solaire ou même éolien, on voit le Texas, faible, 30, 40, 50 euros du mégawattheure. Et donc quand on regarde ce tableau-là, on voit bien que les pays comme la France et l'Allemagne ont des coûts de production renouvelables plus élevés que ceux avec qui on les compare. En France, par exemple, le solaire ou l'éolien, c'est un coût de production de 60-80 euros du mégawattheure. Et finalement, ces coûts de production comparatifs qu'on voit là, c'est vraiment ce qui va déterminer la compétitivité relative des pays. Et on voit bien que les pays qui ont des renouvelables à bas coût ont un avantage concurrentiel à long terme. Alors qu'est-ce qui explique ces différences de coûts? Il y en a plusieurs. Il y en a une qui est complètement naturelle, c'est les conditions climatiques qui sont favorables à des facteurs de charge élevés. C'est ce qu'on voit dans les pays nordiques pour le vent ou dans les pays comme l'Espagne pour le soleil. Ça, les pays comme la France et l'Espagne ne peuvent pas jouer dessus. Mais il y a d'autres facteurs qui expliquent ces différences de coûts de production renouvelables. Il y a des facteurs d'économie d'échelle, le fait qu'avec des projets de plus grande taille, on peut jouer sur des coûts réduire les coûts de développement, réduire les capex, jouer aussi sur la maturité du secteur. Il y a aussi les coûts d'exploitation et de maintenance, qui représentent entre 10 et 30% du coût total de production. Il y a aussi les taux d'emprunt, qui jouent largement sur les coûts de production du renouvelable. Alors les taux d'emprunt, ils sont aussi déterminés par les mécanismes de marché qui permettent la valorisation derrière de la production renouvelable. Donc si on voit qu'il y a un off-take sécurisé comme un PPA ou autre, ça peut bénéficier, ou s'il y a des subventions et des tarifs, des compléments de rémunération, ça peut bénéficier de faire baisser les taux d'emprunt. Et donc voilà, c'est un facteur qui joue. Il y a aussi la valeur des garanties d'origine qui permettent un complément de revenu aux producteurs d'énergie renouvelable. Il y a aussi, et j'en parlais, le soutien gouvernemental, le fait d'avoir des subventions, des incitations fiscales, des compléments de rémunération qui permettent donc de faire baisser les coûts d'emprunt, mais qui permettent aussi de contribuer à l'investissement plus large dans ces renouvelables dans le pays. Il y a aussi les coûts de raccordement au réseau, les coûts de raccordement, mais aussi des délais de raccordement, donc les conditions en fait, finalement, de connexion à ces réseaux-là, les congestions potentielles dans les réseaux qui peuvent freiner le développement renouvelable et aussi se ressentir dans les coûts. Et enfin, il y a les durées de développement de projet. En moyenne en Europe, le temps de développement d'un projet, c'est l'ordre de 2 ans. En France, c'est plutôt l'ordre de 3 ans. En Allemagne, plutôt de 5 ans. Donc le temps de développement, c'est une durée pour obtenir le terrain, les autorisations, les tarifs. C'est assez large, mais ça joue à chaque étape sur le coût total de production mondiale. Les garanties d'origine, je peux pas les dire. Les garanties d'origine, c'est des certificats qui vont être vendus sur les marchés pour certifier la valeur renouvelable de la production d'électricité. Donc on vend l'électricité sur les marchés d'un côté et la valeur renouvelable est vendue de l'autre. Donc c'est un certificat qui permet. Ça s'appelle REX aussi. Il y a un dernier facteur qui est le coût d'accès au foncier, qui est très différent selon les pays, principalement en Europe en fait. On a des différences assez significatives déjà sur la possibilité d'avoir accès à un foncier et ensuite d'avoir accès à un foncier à un prix qui est suffisamment bas pour pouvoir faire des projets à taille de grande envergure. En Espagne, l'accès au foncier était facilité pour les projets solaires et en Allemagne, ça a permis des gros projets d'émerger et donc ils sont plus compétitifs que d'autres. Donc voici ce qui explique un peu cette différence sur les coûts de production renouvelable et qui explique les différences aussi de compétitivité des pays. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pays qui vont avoir beaucoup de facteurs positifs et donc qui vont permettre de baisser les coûts de production des renouvelables. Et la France et l'Espagne, vu des résultats, n'ont pas forcément en partie. Donc en fait, il y a la France et l'Allemagne. On a dit tout à l'heure, donc avec des coûts de production renouvelable plus élevés. Donc, pas forcément les mêmes atouts. Et ça va être déterminant pour, je vais revenir à ces trois, pour le premier, le coût d'approvisionnement en électricité.
Mais il n'y a pas que le renouvelable, on est bien d'accord. Il y aura aussi, par exemple en France, si on prend l'exemple spécifique de la France, il y aura aussi le coût du nucléaire, qui va d'une part rentrer aussi du mix électrique, et qui va être déterminant aussi pour global cap peut-être de cette compétitivité. Aujourd'hui, le coût du nucléaire en France, en tout cas le coût du nucléaire existant plus futur, est estimé à 78 € du mégawattheure par l'estimation de la Creux. C'est un challenge à relever, de rester sur ces coûts de production. On a bien vu que les derniers contrats avaient été signés un peu plus haut, mais en tout cas, il y a quelques mécanismes aujourd'hui qui sont en train d'être réfléchis pour limiter par exemple les coûts de financement de ce nucléaire et pour diminuer, on va dire, le coût total de la production d'électricité en France. Quand vous parlez du coût, que ce soit en France ou en Espagne, vous parlez du coût total ou du coût de production? Quand on parle de 32 € par mégawattheure pour l'Espagne ou 78 pour la France, tout est inclus? On parle coût de financement, CAPEX, OPEX. Production. Les coûts de production. Ok. Production uniquement. Production uniquement. Okay. Il y a quand même, si je peux me permettre, vous allez peut-être l'aborder après, c'est que l'industrie a besoin de l'électricité en base. Et si vous avez du PPA, de la Spodus, de la 32 en Espagne, pour autant, combien reviendra votre approvisionnement en base load? La titre du projetel, c'est pas sûr que ce soit mieux que le nucléaire. Tout à fait, ça fait une bonne transition avec la suite, parce qu'on a pas du coût de production qui va être différent selon les pays. Mais les industriels ne vont pas regarder que les coûts de production. Ils ont aussi besoin d'autres éléments que vont être la stabilité de ces coûts d'approvisionnement. Et typiquement, le coût de production des renouvelables, on le connaît sur les prochaines années. On a constitué un contrat d'achat d'électricité sur 20 ans. On sait qu'on va acheter l'électricité sur ces 20 années. On a juste l'électron produit qui sort de la centrale. Il y a un ensemble d'autres coûts que je vais évoquer juste après, qui peuvent aussi avoir un impact et qui peuvent aussi être différents selon les pays, donc impacter sur la compétitivité. Et donc les industriels vont avoir besoin de stabilité, sur cette vision d'ensemble de l'ensemble des coûts, pas que du coût de production. Et puis il y a un dernier levier qui est aussi important que les industriels évaluent pour faire la compétitivité, c'est quelle est la qualité de l'approvisionnement. Et quand je parle de qualité d'approvisionnement, c'est est-ce que je vais être régulièrement coupé ou pas par le réseau. Le tout étant que sur l'un ou sur l'autre, les industriels ont besoin de visibilité et la transition énergétique leur fait poser des questions sur quelle visibilité j'ai dans chacun des pays, sur ces différentes briques finalement. Donc du coup, les capacités du système électrique à répondre à la demande et à apporter cette qualité d'approvisionnement sont également des critères essentiels, il n'y a pas que le coût de production. Donc typiquement, si je prends ici l'exemple français, on va avoir en France une très forte hausse de la consommation d'électricité, liée principalement à l'électrification des usages. Et pour répondre à cette hausse de demande, il va falloir développer finalement un système électrique qui va nécessiter d'avoir de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydroélectrique, toujours du nucléaire, ancien et nouveau pour y répondre. C'est un peu le message de futur énergétique 2050 de RTE, c'est-à-dire qu'on aura besoin de l'ensemble des technologies. Et la France n'est pas forcément le cas le plus extrême finalement en termes de croissance, parce qu'on a déjà un pays qui est fortement électrifié grâce au chauffage électrique. Mais la plupart des pays vont connaître des croissances de consommation d'électricité. Donc les industriels se posent la question de savoir dans quelle mesure un pays est à même de me rassurer sur le fait qu'il va réussir à faire sa transition, c'est-à-dire à développer des centrales suffisamment en temps et en heure pour éviter une crise énergétique. Ce qui nécessite que les pays européens qui ont ce challenge de croissance, il faut qu'ils continuent le développement et qu'ils accélèrent des énergies renouvelables pour garantir une capacité de production suffisante. Parce que si l'industriel sent qu'il y a un risque de ne pas avoir suffisamment d'électricité à terme, c'est tout aussi dommageable que de ne pas avoir un pays compétitif. Et enfin, je reviens sur la qualité de l'approvisionnement. On a la chance en Europe d'avoir un réseau qui est de bonne qualité, ce qui se démontre par en fait, le temps de coupure moyen qu'il va avoir un client, qui est très faible. Alors on peut le séparer sur plusieurs cas, un temps de coupure avec incident, sans incident, avec travaux, sans travaux, il y a plein de métriques différentes. Le message à retenir, c'est qu'en France, et c'est vrai pour l'ensemble d'une bonne partie de l'Europe, on a des temps de coupure qui sont très faibles comparés à d'autres géographies comme les États-Unis, qui peuvent avoir des accidents qui peuvent effrayer la chronique, comme je ne sais pas si vous vous souvenez au Texas en 2021, en février, où il y a eu une crise finalement météorologique
pas dire climatique, et il y a eu des coupures assez importantes qui ont bloqué à la fois la production et aussi la consommation du coup en fait, lié à un froid et un vent très fort. Et donc ça, c'est aussi des éléments qu'on regarde les industriels, et ils vont cibler des zones ou des endroits où ils savent qu'ils pourront avoir des tests de manière sûre. Alors il existe des solutions pour combattre certains coupures moyens, mais ça passe par des coûts de solutions de secours, des batteries, du groupe électrogène, etc. Ce qui rajoute encore des coûts et qui doit être anticipé. Donc voilà, il n'y a pas que la compétitivité, et alors pour gérer ces autres briques qui s'ajoutent finalement au coût de production, ce qui est important, c'est aussi de développer deux choses que vont être la flexibilité et le réseau. La flexibilité, c'est essentiel justement pour répondre à cette intermittence qui est apportée par les énergies renouvelables. Pour faire de la flexibilité, on a pas mal d'outils. Ça peut être une batterie, ça peut être comme ce qui est développé en Californie, il y a beaucoup de batteries en Californie, ou au Texas d'ailleurs. Ça peut être de l'hydroélectricité. On a la chance en France d'en avoir. Alors, on a beaucoup développé, on peut plus en développer beaucoup encore, mais on en a un petit peu. Il y a des pays qui en ont encore beaucoup plus. Certains pays, certains États nord-américains, certains pays nordiques ont beaucoup d'électricité rapportée à leur consommation. Ce qui fait qu'en fait, ils ont intrinsèquement déjà pas mal de flexibilité. Donc, on pourrait citer la Suisse aussi, plus proche de chez nous. Et donc ces pays-là ont déjà pas mal de flexibilité, donc pas le même challenge en termes d'apporter de flexibilité que peut avoir la France ou encore l'Allemagne. Donc ça va aussi jouer, ça peut aussi pénaliser certains pays qui n'ont pas autant de ressources hydroélectriques. Ça peut être de l'effacement de consommation, c'est-à-dire arrêter la consommation pendant quelques heures. Mais ça, évidemment, pour un industriel, c'est à la fois possible, mais à la fois c'est aussi une perte de production souvent pour lui. Donc il faut développer cette flexibilité, et donc il faut anticiper finalement le besoin de flexibilité. L'autre solution nécessaire, c'est le développement des réseaux. C'est particulièrement anticipé en Europe, parce que déjà on part avec un bon réseau, et ensuite il y a des plans pour développer. Ce qui va être très utile, c'est les interconnexions entre les différents pays. Vous l'avez compris, en Espagne, ils ont un coût du photovoltaïque qui est bien moins en termes de coût de production par rapport à la France, un ensemble de raisons. Et donc développer une interconnexion entre la France et l'Espagne, ça permet d'évacuer, lorsqu'il y a un surplus de production photovoltaïque, une partie vers la France, et vice versa dans une situation où il n'y a pas de solaire, de faire apporter d'autres électricités vers l'Espagne. C'est un biais qui est pour l'instant limité, parce qu'on a une connexion France-Espagne qui est assez limitée, mais il faudrait les développer pour pouvoir faire foisonner finalement les productions renouvelables à l'échelle européenne. Et si on prend pas de recul, les réseaux tout court, en fait, sans parler des interconnexions, il faut les développer pour pouvoir accueillir rapidement beaucoup d'électricité renouvelable qui vont se positionner dans des endroits où il n'y avait pas forcément de la production auparavant, et aussi pour permettre cette électrification qui correspond aussi à une hausse de la consommation, et donc il faut que le réseau puisse tenir. Donc ces deux pieds, flexibilité et réseau, sont nécessaires, vont créer des coûts. Il faudra prendre en compte, et certains pays, encore une fois, vont se trouver dans une meilleure situation que d'autres. Aux États-Unis, par un réseau qui est un peu plus fatigué, et donc du coup, ils auront un investissement supérieur.